Comme annoncé, les tracteurs se sont rassemblés sur la ZAD ce jeudi. Leur objectif, montrer qu'ils sauront défendre les agriculteurs de la zone en cas d'intervention des forces de l'ordre. Jean-Michel Naga. Ils sont venus de toute la région, 150 tracteurs vigilants conduits jusqu'à Notre-Dame-des-Landes pour dresser une barricade autour de la vacherie, le siège des opposants à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est symbolique dans le sens de montrer qu'on est vigilant et qu'on sera présent s'ils viennent intervenir. On en profite en même temps parce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour amener du matériel, pour bloquer en fait l'accès de cette zone aux forces de l'ordre s'il y aura besoin, s'ils veulent venir. Donc on en profite aussi pour préparer notre défense. On voit que là, il y a 400 à 500 personnes qui sont là, qui sont venues en vitesse, enfin qui sont venues un coup d'appel et puis ça y est, ça vient tout de suite. Alors, on n'imagine pas si les forces de l'ordre viendraient, ce serait 10 fois ça. Des opposants toujours très mobilisés, vigilants, mais aussi impatients de connaître la décision de la Cour administrative d'appel lundi. Tous espèrent que les juges suivront l'avis défavorable de la rapporteure publique. Le fait simplement qu'elle ait dit officiellement et en s'appuyant sur la législation nationale, sur la législation européenne et sur les études produites même par l'État français, qu'on pouvait rester à Nantes Atlantique et qu'il ne fallait pas détruire la zone humide et les espèces qui y vivent, c'est déjà un gigantesque pas vers la vérité. Donc on espère que lundi prochain, ce sera le deuxième. Mais quoi qu'il en soit, ils préviennent, leur combat ne s'arrêtera pas là. Leur objectif reste l'annulation de la déclaration d'utilité publique de 2008, c'est-à-dire l'abandon définitif du projet d'aéroport. Pour la première fois dans le département, une journée de prévention routière spéciale senior était organisée. Au programme, révision du code de la route et vérification des réflexes. Benoît Balti. En matière de code de la route, certaines règles ne sont pas toujours évidentes. Qui a la priorité dans un rond-point? Tout dépend où on tourne. Alors celui qui est sur la route à droite? Non? Regarde. La priorité, celui qui vient à gauche. Et bravo. Bonne réponse, madame est rassurée, mais soyons honnêtes, après 30 ou 40 ans de permis, les souvenirs de l'auto-école peuvent être flous. Pour rafraîchir les mémoires, la gendarmerie de Loire-Atlantique organisait une journée de prévention routière spéciale senior, une première dans le département. Il y a une vraie typologie de l'accident des seniors. En fait, de façon très nette, la faute qu'on peut reprocher aux seniors, même si on n'est pas là pour stigmatiser, mais quand ils sont responsables d'un accident, c'est en général parce qu'il y a l'inobservation d'une règle de priorité. Ensuite, la deuxième cause, c'est l'alcool. Alors il faut rappeler les règles de prévention. Une dizaine d'ateliers adaptés aux seniors étaient proposés. Au programme, révision du code de la route, simulation pour vérifier les réflexes, tests visuels et auditifs. On se rend compte cette année qu'il y a une poussée au niveau des tués de plus de 65 ans sur le territoire d'Ancenis. L'année dernière, en 2015, on avait eu un seul tué sur Ancenis. Cette année, on en a déjà 3. Et ce chiffre contribue à un triste bilan. Depuis le début de l'année, la Loire-Atlantique est le deuxième département français avec la plus forte mortalité routière. Après un début de saison quelconque, les joueuses du NLA sont désormais inarrêtables. Elles pointent à la deuxième place du classement du championnat pour la première fois de leur jeune histoire. Les Nantaises peuvent avoir le sourire. Le NLA vient d'enregistrer 4 victoires consécutives en championnat, du jamais vu dans la jeune histoire du club en LFH. La recette de leur succès, une puissance offensive renouvelée. Cette année, ça vient d'un peu partout, donc c'est ça qui nous rend plus forts. Dès qu'il y en a une qui est un peu plus faible, derrière, hop, il y en a une autre qui brille pendant un match. Donc je pense que notre équipe est très complète. Moi, personnellement, j'aimerais bien peut-être atteindre l'équipe de France. Donc chaque match, on a envie de se montrer, donner le meilleur de nous. Donc c'est ça notre force aujourd'hui. Justement, Pauline Coatena et 2 de ses coéquipières font partie du top 5 des buteuses en championnat. Mais ce n'est pas tout. Des recrues expérimentées comme Isabelle Klein ou Malin Holta ont aussi réussi leur intégration. Le groupe vit bien, le groupe est très professionnel, les joueuses travaillent très bien. Les ambitions ne changent pas, les ambitions sont toujours les mêmes. La saison dernière, on a fini 5e en championnat, on voulait faire mieux. Il ne faut pas s'emballer non plus, il ne faut pas dire maintenant il faut viser être sur le podium. Mais avec le travail, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est donc avec beaucoup d'appétit et de confiance que le NLA s'attaque ce week-end à son autre objectif, le 3e tour de l'EHF Cup face au club néerlandais de Dalfsen.
Hangart, c'est un espace réservé à l'art rural dans la campagne de Saffré. L'Expo 20 y réunit jusqu'au 13 décembre 160 artistes professionnels ou autodidactes. Depuis sa création il y a 10 ans, l'association a vendu plus de 1600 œuvres, des expositions vues par 48 000 visiteurs. On choisit donc les artistes, on choisit les œuvres une par une dans les ateliers, pas forcément les pièces que les artistes ont envie de montrer, parce que moi j'aime bien fouiner un petit peu au fond des ateliers. Et c'est souvent les premières œuvres, et parfois des œuvres très anciennes, qui me touchent plus. Parce que quand les artistes ont besoin de croûter, parfois ils sont un peu dans la répétition. Donc c'est souvent les premières qui sont les plus intéressantes. Et donc ils sont parfois surpris de ce qu'on choisit pour venir ici. Parce que je trouve que ce thème est d'une telle richesse que ce thème est présent dans la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et je pense que ce thème méritait une folle journée parce qu'on va découvrir des œuvres absolument surprenantes. Et c'est une musique qui est évidemment positive, hein, puisqu'on va imaginer toutes ces danses, aussi bien les marches que les gigues, que les tangos, que les passo dobles, que tout. Comment, en fin de compte, la musique populaire a influencé la musique savante. Les fandangos, les boléros. Et là, je crois que les gens vont être extrêmement surpris de voir qu'au fond, la vraie richesse, quasiment tous les grands chefs-d'œuvre de musique classique, il y a des danses à l'intérieur. Alors on va très peu danser puisque l'idée en fin de compte c'est une bonne journée sur la danse quasiment sans danseur. Alors vous aurez un grand danseur japonais, Saburo Toshigawara, qui va venir, mais lui il improvise sur la danse. Donc, mais la priorité c'est la musique. Alors ce répertoire est extrêmement vaste puisque vous aurez toutes les grandes œuvres de Bach pour clavier, les œuvres pour violon, pour violoncelle. Vous aurez également tous les opéras très connus de Rameau, etc. puisqu'ils utilisent déjà le ballet dans leurs opéras. Vous aurez également toutes les danses hongroises et danses slaves de Dvorak, toutes ces grandes danses populaires pour grand orchestre. Donc il y a beaucoup d'œuvres d'ailleurs que le public connaît. Parfois il n'identifie pas l'œuvre parce qu'elles sont utilisées dans la publicité, elles sont utilisées au cinéma beaucoup. Donc ça va être, je pense, ça va être une découverte, mais en même temps, beaucoup de public va se dire « Ah, mais je connais ça ». Au départ, au Moyen-Âge, les danseurs étaient musiciens. Donc, naturellement, la danse était présente. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est sophistiquée. Et au fur et à mesure, les orchestres sont nés. Et c'est au XVIIe siècle, c'est Louis XIV, qui a conçu une académie royale de danse et une académie royale de musique. Pourquoi ? Parce que le niveau musical s'élevait, comme le niveau de la danse aussi s'élevait. Les compositeurs ont vraiment travaillé pour la danse, ce qui explique le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, ce qui explique tous ces grands ballets, mais la danse était toujours présente. Et aujourd'hui encore, la danse travaille toujours sur ce matériau populaire. Beaucoup de compositeurs comme Bartók, comme Grieg, comme Smetana ont passé des années à aller collecter dans les campagnes les chants populaires. Et ces chants populaires, ces danses populaires, ils les ont évidemment magnifiés pour des grands orchestres.